Il ne l'a pas donné. Il a voulu la guerre, alors? Il a voulu la guerre, et puis voilà. Et il l'a gagné. Et il s'était préparé. Leur mandat, les putschistes, c'est ceux qui se sont défendus lorsqu'on les encerclait avec des blindés de nuit. Mais les putschistes sont les autres. Les putschistes, ce sont les autres. Il n'y aurait certainement jamais eu une guerre aussi violente et meurtrière au Congo s'il n'y avait pas des gisements pétroliers gigantesques. Si la France, à un moment donné, a estimé... Le 20 juin 1990, lors du sommet France-Afrique à La Baule, François Mitterrand, président de la France, affirme au nom de son pays que la France lierait désormais tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. En français facile, il demande au président africain de faire avancer la démocratie en Afrique et par la même occasion supprimer le monopartisme. Sur le moment, beaucoup de présidents africains vont le prendre très mal, notamment Omar Bongo. Mais contre toute attente, la majorité de ces dirigeants vont appliquer la consigne à la lettre. Et le multipartisme va faire tomber beaucoup de présidents d'Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, ce sera un peu plus compliqué. Omar Bongo et Paul Biya vont par exemple se maintenir, mais pour Denis Sassou Nguesso, ce sera beaucoup plus compliqué. Puisque le multipartisme va faire tomber Denis Sassou Nguesso. Mais à quel prix? Vu que ce dernier reviendra au pouvoir pas par les urnes, mais par les armes. Comment le président Denis Sassou Nguesso a-t-il perdu le pouvoir et comment l'a-t-il récupéré? Quels étaient les véritables enjeux de cette guerre civile? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, sur cette chaîne on parle d'Afrique, de politique africaine, de Libreville à Brazzaville, de Brazzaville à Yaoundé, en passant par Abidjan et Dakar. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, c'est gratuit. Sans plus tarder, let's go! Après la mort de Marianne Gwabi, à qui j'ai dédié une vidéo, on avait pu voir que le Congo avait subi un coup d'état vu que la constitution n'avait pas été respectée. Et que c'était Yombi Opango, un homme qui avait été écarté par Marianne Gwabi auparavant, qui a pris le pouvoir. Et aux côtés de Yombi Opango, il y avait des hommes comme Denis Sassou Nguesso qui avaient autant de pouvoir que lui. Puisque Denis Sassou Nguesso était vice-président chargé de la coordination des activités du parti. Et en même temps ministre de la Défense. On a pu aussi voir que c'était des militaires comme Marianne Gwabi qui ont pris le pouvoir après sa mort. Mais seulement 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Yombi Opango, il y aura une révolution de palais. Puisqu'en 1979, Denis Sassou Nguesso va devenir président. Derrière cette révolution de palais, beaucoup évoquent la thèse d'un conflit entre Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso. Mais beaucoup pensent également que la prise de pouvoir de Yombi Opango était anecdotique et que quoi qu'il arrive, Denis Sassou Nguesso allait prendre le pouvoir. Quoi qu'il en soit, Denis Sassou Nguesso devient bel et bien président de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso est né en 1983 à Edou, au nord du Congo. Au départ, Denis Sassou Nguesso veut être instituteur, mais rapidement il se rétracte et s'engage dans l'armée. Il se forme notamment en France à l'école de Saint-Mexan, avant de rentrer au pays et d'intégrer le corps des parachutistes. En 1968, il participe activement à la prise de pouvoir de Marianne Gwabi. Et mine de rien, sur le plan militaire, Denis Sassou Nguesso fait clairement ses preuves. En 1972, il écrase une rébellion du M22 de Ange Diawara. Si vous avez regardé ma vidéo sur Marianne Gwabi, Ange Diawara, ça doit vous parler. Il devient ministre délégué à la Défense en 1976, soit 1 an avant la mort de Marianne Gwabi. Et il prend le pouvoir après le court mandat de Yombi Opango. L'arrivée au pouvoir de Denis Sassou Nguesso coïncide également avec le boom pétrolier dans son pays. Dès ses premières années au pouvoir, Denis Sassou Nguesso se positionne clairement du côté de Paris. Pour la France, Denis Sassou Nguesso c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Suffisamment fort pour écraser l'opposition en interne, mais en même temps suffisamment laxiste pour ne pas demander plus de 17% des revenus pétroliers que la société Elf exploite dans son pays. Si les Congolais comparent avec ce que Kadhafi prenait par exemple sur son pétrole, vous allez avoir mal à la tête. Jusqu'au début des années 1990, Denis Sassou Nguesso règne en maître en République du Congo. Mais le discours de François Mitterrand à La Baule va clairement bousculer l'équilibre de son régime. Et après le sommet à La Baule, le Congo-Brazzaville lance la conférence nationale. Cette conférence nationale se terminera le 10 juin 1991. Et pour les opposants, la conférence nationale c'est un véritable succès. Et la conférence nationale va également remettre les points sur les i concernant la mort de Marianne Gwabi, en attribuant la responsabilité de cet assassinat aux plus hautes personnalités de l'État. Je pense que vous pouvez regarder la conférence nationale du Congo-Brazzaville sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et quelques mois plus tard, une élection à plusieurs candidats est organisée. L'élection de 1992 au Congo-Brazzaville est certainement la plus agitée de l'histoire du pays, avec un taux de participation élevé. Un peu comme au Gabon, c'est comme si le multipartisme avait redonné le goût du vote aux Congolais. Et comme candidat, il y aura du beau monde. Premier candidat, on a Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. Et pour cette élection, Denis Sassou Nguesso arrive confiant. Petit détail, l'élection est à 2 tours. En deuxième candidat favori, on a Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, il a énormément à jouer lors de cette élection. En 1977, Pascal Lissouba a été condamné à mort. Et sans l'intervention d'Omar Bongo, il aurait été exécuté. Et c'est également Omar Bongo qui l'avait fait libérer en 1979. Et petit rappel, Pascal Lissouba et Omar Bongo sont de la même ethnie. Je dis ça juste comme ça. Comme candidat sérieux, on a également Bernard Kolela.
on a André Milongo et on a également l'ancien président Yombi Opango. Les résultats du premier tour tombent et Denis Sassou Nguesso est éliminé au premier tour, puisque c'est Kolela et Lissouba qui arrivent en tête et qui vont donc s'affronter lors du second tour. Lors du second tour, Denis Sassou Nguesso va se rallier à Pascal Lissouba en échange d'un poste de premier ministre si ce dernier est élu. Les résultats du second tour tombent et Pascal Lissouba devient le 6e président de la République du Congo. Mais quand Pascal Lissouba est élu, il ferme les yeux sur son pacte avec Denis Sassou Nguesso. Et ça va clairement amener les premières tensions dans le pays. Ça, vous ajoutez également la contestation de Bernard Kolela lors des élections législatives de 1993. Bernard Kolela va demander à ses partisans, essentiellement l'Ari, une ethnie du Congo, de boycotter le scrutin. Et là, on va se rendre compte que l'armée congolaise est complètement divisée. Puisque Pascal Lissouba va créer une milice, Bernard Kolela va créer également une milice, et Denis Sassou Nguesso aura également une milice. La milice de Pascal Lissouba et celle de Bernard Kolela vont s'affronter. Et ces affrontements vont faire plus de 2000 morts, ce qui sera la première phase de la guerre. Grâce à une médiation internationale et grâce à Omar Bongo, les conflits vont s'arrêter. Avec un accord général de réconciliation en 1994. Bernard Kolela va même rejoindre la mouvance présidentielle vu qu'il sera nommé maire de Brazzaville. Mais ça, c'était une crise militaire. Mais lors du mandat de Pascal Lissouba, il y aura également des crises économiques. Enfin, une grosse crise économique. Ça fait un bon moment que les fonctionnaires n'ont pas été payés et Pascal Lissouba, en sa qualité de président de la République, se rapproche du PDG d'Elf. Elf, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Total. Pascal Lissouba se rapproche donc du PDG d'Elf pour qu'il lui donne les fonds nécessaires pour payer les fonctionnaires. Et vous savez quoi? Le PDG d'Elf refuse. Le pire, c'est qu'il refuse en lui reprochant de ne pas avoir respecté son accord avec Denis Sassou Nguesso. Mais Pascal Lissouba va prendre sur lui et il va se tourner vers une société américaine, Oxy, pour exploiter le pétrole. La société Oxy lui accorde un prêt de 150 millions de dollars afin qu'il puisse payer les fonctionnaires. Et à partir de ce moment-là, Pascal Lissouba sait que son poste est en danger. Et le 22 novembre 1996, il inaugure Nkosa, une plateforme pétrolière. Et pour calmer les tensions avec Elf, il va dire avec Nkosa, tout le monde aura sa part. Mais visiblement, Elf ne voulait pas partager. Et Pascal Lissouba va bien le sentir. En cette fin d'année 1996, on commence à dresser un bilan du mandat de Pascal Lissouba et on se tourne également vers les élections de 1997 qui arrivent en juillet. Le 26 janvier 1997, Denis Sassou Nguesso fait son retour à Brazzaville après 8 mois d'exil et il est accueilli par ses nombreux partisans. Aussitôt, il effectue une tournée dans tout le pays. Et en mai 1997, lors d'une visite dans la ville de Wando, un militaire proche de Yombi Opango est soupçonné de vouloir assassiner Denis Sassou Nguesso. Mais ce dernier sera abattu par les hommes de Sassou Nguesso, ce qui va entraîner les troupes dans la ville et faire également une dizaine de morts. Suite à ces événements, l'UNESCO fait signer à l'ensemble de la classe politique congolaise un code de bonne conduite. Mais bon, sur le terrain, personne ne veut se calmer. Puisque 2 semaines après le 15 mai 1997, Denis Sassou Nguesso accuse Pascal Lissouba d'avoir décomposé l'armée en milices, provoquant ainsi la guerre civile de 1993-1994. Et effectivement, l'armée était complètement divisée. De son côté, Pascal Lissouba avait les Zoulous, de son côté, Bernard Kolela avait les Ninjas, et Denis Sassou Nguesso de son côté, il avait les Cobras qui étaient également soutenus par les anciens génocidaires rwandais, qui étaient également soutenus par les anciens gardes de Mobutu. Et selon la lettre du continent du 19 juin 1997, la France aurait engagé des sociétés de sécurité pour former les soldats de Denis Sassou Nguesso. Voici la situation dans laquelle l'armée se trouve à la veille d'une élection présidentielle. En fait, tous les éléments sont réunis pour provoquer le chaos. On est en début juin 1997, les Cobras de Denis Sassou Nguesso abattent 4 militaires proches de Yombi Opango, à Oyo. Pour Pascal Lissouba, c'est le geste de trop. Le 5 juin 1997, Pascal Lissouba déploie les forces spéciales qui se présentent au domicile de Denis Sassou Nguesso pour arrêter 2 de ses collaborateurs accusés d'être responsables des meurtres d'Oyo. Et pour Denis Sassou Nguesso, c'est le feu vert pour lancer les hostilités et commencer la guerre. Dès le lendemain, les combats et les pillages commencent à Brazzaville et les hommes de Sassou Nguesso arrivent à couper toutes les communications à l'international. Pourtant, généralement en Afrique, quand il y a ce genre de conflit, c'est le parti au pouvoir qui fait ce genre d'action. Par exemple, couper l'électricité et couper l'accès à Internet. Ce qui montre clairement que les hommes de Denis Sassou Nguesso ont dû faire valoir. Et dès le 6 juin, la France lance l'opération Pélican qui vise à sauver tout le monde. Je rigole, c'est juste pour expatrier tous les ressortissants français. Et le 7 juin, une réunion est organisée au Quai d'Orsay pour trouver une sortie de crise. Mais le problème, c'est que Paris ne veut pas lâcher ses intérêts au Congo et décide donc d'attendre. Le 15 juin 1997, l'opération Pélican est quasiment terminée, même s'il ne reste que quelques soldats français sur le territoire congolais. Pascal Lissouba demande de l'aide à Jacques Chirac. Jacques Chirac refuse, en lui disant que les accords de défense ont été rompus depuis le coup d'état contre l'abbé Fulbert Youlou. Mais entre-temps, on apprend que Jacques Chirac a reçu Denis Sassou Nguesso aux côtés d'Omar Bongo à Paris
en novembre 1996. Et lors de cet entretien, il se dit également que Jacques Chirac aurait dit à Denis Sassou Nguesso qu'il ne serait pas contre son retour au pouvoir. Au contraire, ça, les amis, interprétez ça comme vous voulez. Pourtant, les dirigeants africains proches de la France comme Blaise Compaoré disent à Jacques Chirac de soutenir Pascal Lissouba pour ne pas donner un mauvais exemple. Mais Jacques Chirac ne le fera pas. Et pendant ce temps, des civils meurent par centaines à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous sommes une balle perdue et une nouvelle victime. Les accords de cessez-le-feu sont même signés, mais sur le terrain, rien n'est respecté. Laurent Désiré Kabila, qui vient de renverser Mobutu, propose même une force d'intervention africaine pour arrêter le conflit. Pascal Lissouba est d'accord, mais Denis Sassou Nguesso dit non, parce qu'il préfère une médiation d'Omar Bongo par exemple. Pour le petit rappel, Denis Sassou Nguesso est devenu le beau-père d'Omar Bongo, vu que Omar Bongo a épousé sa fille Edith. Même si Omar Bongo apprécie beaucoup Pascal Lissouba, c'est difficile d'être neutre dans ce genre de situation. Et Omar Bongo va proposer quelques solutions à Pascal Lissouba à Libreville. Il va lui proposer de créer un conseil présidentiel pour partager le pouvoir entre président de la République, vice-président et premier ministre. Et dans cette disposition, le premier ministre va diriger l'armée. Mais Omar Bongo lui dit également que ce ne sera pas Denis Sassou Nguesso qui sera premier ministre. Ça rassure Pascal Lissouba. Après l'entretien avec Omar Bongo, il reçoit un appel de Jacques Chirac qui lui dit que ce sera Denis Sassou Nguesso qui sera le premier ministre. Et là, sur le coup, Pascal Lissouba a l'impression de se faire tourner en bourrique et il décide d'aller à Paris pour discuter avec Jacques Chirac. Jacques Chirac refuse de le recevoir et il lui dit clairement que s'il ne signe pas ce qu'on lui a proposé, il ne sera pas reçu. Ça, les amis, interprétez ça comme vous voulez. Le 14 septembre 1997, Denis Sassou Nguesso va clairement redorer son image. En effet, lors d'un sommet organisé à Libreville, il arrive avec l'étiquette du putschiste qui veut renverser Pascal Lissouba. Mais à son départ de Libreville, il repart avec l'étiquette d'un politicien ouvert au dialogue. Mais Pascal Lissouba a préféré aller à Kinshasa pour voir Laurent Désiré Kabila pour négocier un soutien militaire. Mais ça, pour beaucoup de gens, ça passe mal, vu que là, Pascal Lissouba endosse le costume du monsieur qui ne veut plus discuter, mais qui veut juste faire la guerre. Mais entre-temps, Denis Sassou Nguesso a eu le soutien de l'Angola. Et même les Américains qui étaient plutôt neutres se mettent à soutenir également Denis Sassou Nguesso. Le 13 octobre 1997, les hommes de Denis Sassou Nguesso arrivent à prendre le palais présidentiel. Et 2 jours après, ils prennent le contrôle de Pointe-Noire, bien aidés par les soldats angolais. Presque tout le monde valide la prise de pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, quasiment personne ne parle de coup d'État. Alors qu'il ne prend pas le pouvoir de manière démocratique, mais par les armes. Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, loue le sens de la diplomatie de Denis Sassou Nguesso après sa prise de pouvoir. Le 23 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso, qui perdait les élections présidentielles au premier tour, fait une entrée triomphale à Brazzaville. Et après la prise de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, Elf versera tout l'argent qu'il ne versait pas à Pascal Lissouba. Et vous pouvez vous dire que pendant la guerre, Elf n'a pas exploité le pétrole, mais pendant les conflits, Elf a bien exploité le pétrole congolais. Un député français dira également que toutes les balles du côté de Sassou Nguesso ont été financées par Elf. Et Pascal Lissouba va même porter plainte à Elf pour complicité de coup d'État. De son côté, Denis Sassou Nguesso va renforcer les services de renseignement durant l'année 1998 et il va également pourchasser tous les soldats de Bernard Kolela qui s'étaient ralliés à Pascal Lissouba. En mai 1999, il demande le retour des réfugiés congolais qui s'étaient expatriés à Brazzaville. Enfin, à Kinshasa, excusez-moi. Les réfugiés quittent bien Kinshasa mais disparaissent mystérieusement au port fluvial du beach de Brazzaville. Des années après, les témoignages refont surface et font l'état d'une exécution de masse. Beaucoup de personnes accusent Denis Sassou Nguesso de crimes contre l'humanité et aujourd'hui en 2024, rien de concret n'a été fait pour les familles des victimes. En 2002, Denis Sassou Nguesso est réélu avec aucun véritable candidat en face. Et aujourd'hui, on est en 2024 et depuis, il n'a pas lâché le pouvoir. Aujourd'hui, je vois des gens qui critiquent des Congolais et des Camerounais parce qu'ils n'arrivent pas à faire tomber leur président. Mais j'ai bien envie de vous dire que ce n'est pas comparable de comparer la situation du Niger et la situation du Cameroun. De ne pas comparer la situation du Gabon et la situation du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso et Paul Biya ont connu la guerre. Ils ont préservé leur pouvoir par la guerre. Aujourd'hui, c'est compliqué, vraiment compliqué de renverser des hommes comme Denis Sassou Nguesso. Quand vous prenez le pouvoir comme il a pris en 97, il faut vraiment venir le lui arracher dans les mains. Et c'est pareil pour Paul Biya. Paul Biya a réussi à préserver son pouvoir alors que celui qui l'a placé président a voulu récupérer le pouvoir. Donc vous imaginez combien de fois c'est compliqué pour renverser quelqu'un comme ça. Après, je n'aimerais pas que vous repreniez mes vidéos pour vous moquer de moi au cas où un coup d'état tombe demain ou après-demain. C'est juste pour vous dire que rien n'est impossible, mais c'est tellement compliqué. La politique, c'est tellement compliqué. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est ma plus longue vidéo, je pense. J'espère que vous avez compris le conflit. Beaucoup de gens ont voulu traduire le conflit congolais comme étant un conflit interethnique. Non, pour moi, c'est pas un conflit interethnique. C'est vrai que les politiciens ont divisé les ethnies, mais c'est clairement pas un conflit ethnique. Quand on voit le pouvoir que Elf a eu dans ce conflit-là,
On se dit clairement que c'est pas un conflit ethnique. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.